Bonjour et bienvenue dans Je ne suis pas raciste mais, le podcast qui décortique le racisme qu'on dit ordinaire mais qui n'a rien d'ordinaire. Ce racisme difficilement condamnable pénalement, celui qui s'exprime tous les jours sous des traits d'humour, celui qui ne dépasse jamais la bienséance, qui semble souvent insignifiant mais qui reste violent et brutal pour celles et ceux qui en sont victimes. Aujourd'hui, je reçois Fatma Bouvet de la Maisonneuve, psychiatre et autrice d'Une Arabe en France aux éditions Odile Jacob et de Debout tête haute aux éditions du Croquant. Bonjour Fatma. Bonjour. J'ai toujours l'habitude au début des épisodes de demander à mon invité comment il va. Et j'ai l'impression que pour cet épisode, c'est encore plus important. Donc ma première question, comment allez-vous ? Alors, je vais bien et pas bien. Je vais bien compte tenu de notre sujet, évidemment. C'est à ce sujet-là qu'on me posait la question. Exactement. Je vais bien parce que je suis en train de faire un tour de France sur la question du racisme et de la santé mentale et de la nécessité du dialogue et de la nécessité de comprendre, d'être dans l'altérité et que je me rends compte qu'il se passe des choses absolument extraordinaires, que les citoyens sont intelligents, sont solidaires, sont dynamiques. Enfin, il se passe des choses absolument incroyables en France. En tout cas, moi, je me rends compte depuis que j'ai sorti ce manifeste et depuis qu'on m'invite. Donc, ça bouillonne. Je suis très agréablement surprise. Et par ailleurs, je suis à l'image de ceux qui me ressemblent, c'est-à-dire, on va dire, non-caucasiens, arabes, de culture ou de confession musulmane ou je ne sais quoi, du Sud, on va dire, du Sud global, parce que c'est un terme aujourd'hui qu'on entend de plus en plus et tout le monde, toutes les personnes du Sud global se sentent concernées. C'est vrai que c'est beaucoup adressé aux Maghrébins, dont je suis. Et là, par contre, je vais moins bien. On va en parler en profondeur dans quelques instants. Nous, ce qu'on aime faire dans les épisodes de Je ne suis pas raciste mais, c'est d'ouvrir sur une anecdote. Donc, on va parler de cette anecdote ensemble et puis après, on rentrera dans notre sujet. C'est une histoire qui m'est arrivée. J'étais dans un groupe d'amis et je racontais un entretien dans une grande école que j'ai eue qui s'est un peu mal passé, où je soupçonnais d'ailleurs que l'une des personnes qui me faisait passer l'entretien était raciste par rapport à ce qu'elle m'avait dit, à ce qu'elle m'avait fait comprendre, ce qu'elle m'avait suggéré, enfin même ce qu'elle avait verbalisé. Et donc je racontais ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment secouée parce que j'avais très envie d'entrer dans cette grande école et surtout que c'est d'une violence sans nom. On reviendra sur la violence, mais c'est vrai que subir du racisme, c'est très très violent, c'est une expérience horrible. Et lorsque je raconte cette histoire, j'ai un ami blanc qui s'appelle, on va lui donner un prénom, Théo. Cet ami Théo me dit « Non mais de toute façon, vous adorez vous victimiser, arrêtez de vous plaindre ». Et c'est vrai que je ne savais pas quoi répondre à ça parce que je ne m'attendais pas à ce qu'un ami, de surcroît quelqu'un que je croyais proche, première chose qu'il m'a dit c'est « Mais arrête de te victimiser ». Et c'est vrai que je l'ai pris mal. Pourquoi c'est la meilleure façon de vous faire taire. En fait, la question du racisme, on peut tout à fait faire le parallèle avec la question des femmes. Arrêtez de chialer, arrêtez de vous plaindre. Il y a une expression qui revient très souvent, c'est ouin-ouin maintenant. Ouais. Et en fait, c'est la meilleure façon de vous confisquer la parole. Alors que le racisme est un trauma. Tout comme les violences faites aux femmes sont des traumas. Et en France, il est tout récent qu'on le considère comme un traumatisme. C'est-à-dire que cliniquement, vous m'avez dit que c'était violent, ce que vous avez entendu venant d'un ami. Parce que ça touche en fait à votre liberté de penser et à votre liberté de ressentir. Et puis ça met aussi en doute, ça remet en question le lien de confiance que vous aviez en lui. Ouais. C'est énorme, c'est extrêmement violent. Et puis en plus, il juge que vous n'avez pas à ressentir cette souffrance. C'est extrêmement violent. Et en quoi c'est raciste de partir directement sur l'angle de la victimisation ? Parce que c'est vrai, on dit toujours... En fait, la France fonctionne sur le déni. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est une des hypothèses de mon manifeste. C'est-à-dire que la question raciale est énormément construite à partir de l'histoire coloniale française, qui est complètement dans l'angle mort du débat politique aujourd'hui, où lorsqu'on en parle, c'est pour parler du nombre important d'immigrés qui sont arrivés après la colonisation et
et dont on veut se débarrasser aujourd'hui, alors que ce qui a été causé est d'une violence inouïe, c'est-à-dire l'histoire coloniale, c'est quand même aller sur des terres qui ne vous appartiennent pas, c'est quand même prendre des individus, les soumettre, cette dialectique dominant-dominé qui a été concrétisée par cette colonisation, reste encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif, en tout cas il reste des reliquats, on va dire, dans l'imaginaire collectif français, duquel on ne parle pas, et qui est à l'origine de quelques actes ou propos racistes insidieux parfois, mais francs à d'autres fois. Et c'est une question qui, chaque fois qu'elle revient dans le débat, est considérée comme étant tabou, parce que ce serait trop, en fait, que d'évoquer, mais pas seulement d'admettre, mais ce serait trop d'évoquer ce passé colonial sur le plan historique, parce que ça supposerait, c'est comme un château de cartes. Il y aurait énormément d'informations qui tomberaient. Et puis, ce serait trop également, puisque ça signifierait qu'il y aurait près de 50 ans, bien plus pour certains pays, à détricoter d'indépendance de ces pays-là et de ce que la France aujourd'hui établit comme lien avec ses dirigeants et avec les citoyens qui viennent en France de ce côté-là de la Méditerranée et ce que la France garde encore comme lien là-bas. Enfin, ça voudrait dire tout un tas de choses qu'il faudrait détricoter et qu'il faudrait débattre entre nous, citoyens français, mais aussi avec les pays qui ont été colonisés. Mais c'est un chantier énorme, en fait. Ce que vous dites aussi, pour revenir à l'aspect de victimisation, c'est ce que vous dites dans vos interviews, c'est que mais on a le droit de se victimiser parce qu'on est victime aussi. Mais c'est ça. C'est pour ça que je vous parlais de traumatisme. C'est pour ça que je dis que quand on est victime d'un trauma, il n'y a pas de raison que l'autre vous vole votre sentiment. Et donc oui, vous êtes victime et il n'y a pas de honte à être victime. En fait, une victime doit être soutenue, doit être aidée. Elle ne doit pas être oubliée. On ne doit pas la faire taire. Et c'est pour ça que c'est très, très édifiant avec ce qui se passe sur les femmes aujourd'hui. Et moi, je souhaite que la question du racisme soit prise à bras-le-corps autant qu'on a pris à bras-le-corps la question des femmes, la question féministe. Ces dernières semaines, si j'allume ma télé, si j'allume la radio, je tombe sur ce genre de choses. Merwan Benlazar, le nouvel humoriste de France 5, qui insulte la police, évoque la charia, traite le public de Miss France de porc. Il est possible de l'écouter sur France Inter chaque semaine et depuis vendredi sur France 5. Nous étions quelques 600 élèves en effet, et dans tout le lycée, il y avait un Africain dont nous étions tous les garçons vaguement jaloux parce qu'il était toujours au coin de la cour du lycée sur le même banc avec une très jolie fille pleine de charme qui se reconnaîtra si elle écoute. Je pense que la rencontre des cultures est positive. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. Si on écoute l'opinion publique, franchement, allez leur dire que les OQTF peuvent aller se marier. Si vous trouvez beaucoup de monde dans la rue qui vous dit oui, c'est normal, c'est qu'on ne fréquente pas les mêmes trottoirs. On n'en a pas un peu marre? Je les compte plus, moi, en fait. Et vous savez, j'ai inventé un concept qui s'appelle le médiatrauma, dont mes patients me parlent depuis un certain nombre d'années, qui est cette peur d'allumer la télé ou d'allumer la radio. Parce que ce qu'on va entendre, c'est toujours quelque chose qui nous va droit dans le ventre, comme une flèche. Moi, je l'ai vécu aussi. Certaines séquences électorales, j'ai plus pu regarder la télé ou écouter la radio, parce qu'en fait, il y en a pour l'islam, pour les immigrés, mais c'est assez souvent quand même les Maghrébins, tous les jours, nous serions responsables du dérèglement climatique, ça choquerait personne. Et donc, le médiatrauma, c'est ça, c'est de se dire à un moment quand ça va tomber, en fait. Et quand ça va s'arrêter, surtout. Et puis, c'est assez pervers. C'est qu'on a toujours peur, on est dans l'attente, dans l'anticipation anxieuse de ce qu'on va dire de nous. C'est-à-dire qu'on n'est jamais tranquille. Même quand on ne dit pas quelque chose à notre propos, on est toujours dans l'attente de ce qui va être dit. Vous voyez ? Et ça signifie on fonctionne en flux tendu en permanence par rapport à l'actu. Et il y a aussi une chose très intéressante qu'on fait dire dans cette séquence que vous me faites écouter, c'est l'opinion publique française. C'est qui l'opinion publique française ?
c'est qui ? 30% de la population française est issue de l'immigration. 30%. C'est énorme. Qui est cette opinion publique française qui n'accepterait pas c'est un non régularisé épouse... Un OQTF, donc même plus une personne, hein, c'est un OQTF. Ah oui, bien sûr. Une personne qui n'est pas légale. La déshumanisation est présente dans toutes les expressions, dans tous les termes, tous les adjectifs. Nous ne sommes plus des hommes. Un de mes patients me disait, aujourd'hui, en tant que maghrébin, en France, je me sens être un sous-homme, et je crois que dans le monde entier aussi. C'est très violent de se comparer à un sous-homme. Bien sûr. Et soit dit en passant, les hommes souffrent beaucoup plus que les femmes aujourd'hui, parce qu'ils sont vus comme des terroristes en puissance. Ces dernières semaines, on a eu plusieurs séquences, plusieurs polémiques racistes. Il y a eu par exemple l'interdiction au Sénat qui est passée donc de mariage entre une personne française et une personne qui aurait un statut illégal, donc ce fameux OQTF. Il y a eu François Bayrou qui parle de submersion migratoire. Oui, on contrôle même les sentiments. C'est en ça que c'est pervers. Et le mot perversion est très très lourd, parce que souvent on le galvaude un petit peu, puisqu'on dit « ouais, toi t'es pervers », ou on associe la perversion à la sexualité. Mais la perversion, en fait, c'est de vous voler votre énergie, vous voler vos sentiments, vous voler vos idées, et les utiliser et vous écraser après. C'est une notion qui peut être comprise au niveau psychologique individuel, mais elle est aussi valable dans le système capitaliste, dans le système colonialiste, dans l'esclavagisme. C'est ça, c'est utiliser les gens, les déshumaniser et s'approprier leurs émotions, leurs pensées. Là, on dit, tu n'as pas le droit de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne-là, et c'est moi qui t'autorise à éprouver des sentiments ou pas. Là, on arrive à un stade qui est quand même presque de non-retour, finalement. Moi, je pense à la lutte. Je pense que, effectivement, d'une certaine façon, ils ont un peu gagné la bataille des idées. Mais on est quand même, si on parle de la France, moi, j'aime beaucoup que les Français soient des râleurs, parce qu'on finit quand même par toujours obtenir un petit peu plus. Et c'est ce que je vous disais au départ, c'est que je constate qu'il y a une mobilisation énorme et que non, je ne crois pas qu'on soit à un stade de non-retour. Je suis optimiste, moi. Et quelles sont les conséquences sur le psychisme des personnes dites racisées, des personnes racisées, tout ce qu'on évoque, toutes ces polémiques incessantes qui reviennent vraiment tout le temps, tous les jours? Je voudrais d'abord dire une chose, c'est qu'il n'y a pas que les personnes qui sont racisées qui sont touchées par ce sujet. Je pense qu'il faut vraiment dire que des personnes profondément républicaines, universalistes, convaincus, dont les ancêtres, ils me le disent, dont les ancêtres se sont battus pour nos valeurs, qui ne se reconnaissent plus dans ce pays, véritablement. C'est très dangereux. Je veux dire que aujourd'hui, les politiques sont en train de jouer avec un concept, cette devise républicaine, qui sont en train de vraiment de s'essuyer les pieds dessus, pardon de cette expression familière, mais c'est vraiment le sentiment qu'on a. Il n'y a pas que des personnes dites racisées qui soient véritablement touchées. Après, pour les autres, ça crée, j'ai envie de dire tout simplement, et j'ai tellement envie que cette notion soit désormais connue, ça crée ce qu'on met sur le compte des syndromes post-traumatiques. C'est-à-dire que vous n'avez plus confiance en vous, vous ne dormez pas, vous êtes anxieux, vous êtes déprimé, vous avez recours à des toxiques pour oublier, parfois vous avez envie d'en finir dans votre vie, vous vous posez des questions de votre légitimité, vous posez des questions sur est-ce que je suis dans l'imposture ou pas si j'ai cette promotion. Il y a aussi des conséquences physiques qui sont très importantes. Le stress est à l'origine parfois de troubles cardiovasculaires, de troubles digestifs. Donc, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Et véritablement, cette façon de nous déshumaniser, de déshumaniser des personnes qui n'ont pas... Nous, on a de la chance, on peut avoir des tribunes pour nous exprimer, mais il y en a qui ont encore ce sentiment de devoir raser les murs et de se taire, et qui prennent sur eux et qui finissent par vouloir en finir. C'est grave. Très grave. Le racisme tue. Il tue symboliquement, il tue psychologiquement, mais il tue aussi dans la rue avec tous les problèmes de délit de faciès, etc., qu'on connaît par cœur, dont on connaît les chiffres et pour lesquels on ne fait strictement rien d'année en année. Les rapports tombent, se succèdent, se ressemblent. Et rien ne change.
rien ne change. On a des chiffres de la CNCDH sur l'année 2023 qui disent que dans l'année précédente, 1 million de personnes se sont dites victimes de propos ou d'actes racistes et seulement 4% ont porté plainte. Que deviennent les 96%? J'en vois quelques-uns dans mon cabinet, d'autres collègues en voient dans leur cabinet, si on parle uniquement de santé, et puis d'autres se compliquent et échappent totalement à tous ceux qui pourraient apporter une aide, que ce soit professionnelle, sanitaire, dans la santé ou juridique, parce que le racisme au travail augmente également depuis les élections européennes, ça il faut le savoir. Ça a été totalement identifié, tout à fait, de 2024. Ça a été complètement identifié par les syndicalistes, par les chefs syndiqués qui ont promis d'intervenir sur les lieux du travail. Il ne se passe rien. Donc aujourd'hui, une personne qui est victime de racisme au travail ne sait pas quel circuit juridique prendre. Vous faisiez, oui, le parallèle entre les milieux féministes et les milieux antiracistes. Et c'est un parallèle que j'ai envie de continuer pour cette prochaine question. Dans les milieux féministes, on parle beaucoup de charge mentale quand on parle du poids psychologique que fait peser sur les femmes la gestion des tâches domestiques, mais aussi éducatives. Et ben dans les milieux militants et antiracistes, on a un peu cet équivalent qui est la charge raciale. Comment on pourrait la définir, cette charge raciale? Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot charge raciale? Mais c'est l'impression de ne pas être comme les autres, de ne pas être considéré comme citoyen à part entière, et comme disait France Fanon, comme un être libre, aimant, pensant. La phrase est un petit peu coupée dans ce que je dis parce que je m'en souviens plus très bien, mais c'est ça en fait, c'est cette impression de devoir toujours en faire 10 fois plus, exactement comme le statut des femmes, pour être légitime. Je vous parlais de sentiment d'illégitimité, pour ne pas être dans l'imposture, rentrer dans certains codes, desquels d'ailleurs on vous évacue assez rapidement si vous n'y êtes pas. Donc la charge, c'est cette lourdeur et le fait de ne pas vivre de façon fluide dans sa vie et d'avoir à se poser des questions en permanence. Est-ce que je suis bien dans le moule? Et si je ne suis pas dans le moule, qu'est-ce que je risque? Le moule qu'on m'accorde, parce que je ne suis pas libre de choisir mon moule. Et je reviens là à la dialectique dominant-dominé, c'est pourquoi est-ce qu'on se permet de m'imposer quelque chose? À quel titre? Et pourquoi cette charge raciale est-elle présente en France? Moi, je pense que c'est présent partout. Je pense qu'en France, on débat, heureusement, et c'est pour ça que la question émerge dans les débats aujourd'hui. Mais sinon, par ailleurs, je pense qu'il y a le lourd tabou et le non-dit du passé colonial français. Je reviens à cette question-là, c'est qu'en fait, très longtemps, on a dit mais non, en fait, les citoyens sont égaux, la République, liberté, égalité, fraternité, universalisme, de quoi vous plaignez-vous? Vous avez les mêmes droits. Et très longtemps, vous savez, moi j'ai des patients, je suis des patients qui ont vécu ici, qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui sont de parents d'origine étrangère, donc du Sud, et qui ont vécu dans l'étape de leur vie des discriminations et qui tiennent dur comme fer aux valeurs de la République. C'est comme si c'était ancré en eux. Et donc, je reviens à la question de pourquoi est-ce que on a l'impression qu'ils existent plus que les actes ou les propos racistes ou que les personnes victimes de racisme sont plus nombreuses en France. Non, je pense qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience et que ces gens-là sont plus instruits, sont plus capables d'introspection. Il y a une question qui m'a beaucoup intéressée récemment, c'est le réveil un petit peu des consciences par rapport à un concept, le concept républicain. Je faisais le lien, ça m'intéresse beaucoup parce que ce lien de concept républicain et d'une devise républicaine qui, en fait, se révèle être caduque. Alors, je vois des personnes aujourd'hui, parce que je considère que j'ai des petits philosophes en herbe dans mon cabinet, qui vous disent, en fait, je suis choquée, il y a comme une déflagration intérieure d'avoir réalisé que j'ai grandi avec liberté, égalité, fraternité, et qu'à certains moments, je me suis rendu compte effectivement que j'étais pas aussi égale que les autres, mais aujourd'hui, on me le dit ouvertement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une décomplexion de cette parole. Et je ne sais pas si on dit décomplexion, en tout cas, c'est une parole décomplexée. Et donc... Oui, une libération de la parole. Oui, mais sans complexe. C'est comme si on vous disait, je vous dis tout haut tout ce que les gens pensent tout bas. Mais c'est pas vrai, en fait. Tous les gens ne pensent pas ce que ce monsieur dit ou cette dame dit. Et donc,
ce lien-là entre j'ai grandi avec, tout en sachant effectivement que ça ne me concernait pas totalement. Et aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, ça ne m'a pas concernée. Oui, on nous le dit finalement. Et on nous le dit. Et donc, ça fait comme une espèce de chaos psychique intérieur. C'est super intéressant du point de vue de mon métier. C'est très intéressant à discuter avec les patients. Mais c'est très important que les politiques réalisent à quel point la notion républicaine est en train de partir en morceaux. Mais est-ce qu'ils la réaliseraient vraiment ? À force de faire des émissions comme ça, je pense qu'ils vont finir par réaliser. Des émissions comme ça, des réunions, des retours. Parce qu'il y a quand même un énorme déni de la part des politiques français par rapport aux questions. 30% des Français sont issus de l'immigration. Enfin, que serait la France sans les immigrés ? Et puis, en même temps, plus personne n'est dupe. On a bien compris que ce soit pour la France ou dans d'autres pays où les populismes sont en train de s'exprimer, encore une fois, sans complexe. On a bien compris que la situation économique, politique, géopolitique était tellement complexe à maîtriser pour eux que le premier bouc émissaire, ça reste l'étranger. Ça reste toujours l'étranger. Voilà. Dans votre cabinet, vous recevez des personnes qui, je cite, prennent de plein fouet le discours sur l'immigration, sur l'islam, et qui vous racontent la guerre qu'ils se font à eux-mêmes. En 2021, France Culture a laissé traîner 1 ou 2 micros dans votre cabinet, et ça donne le podcast « Je me suis fait la guerre » ou « Comment être un bon arabe ». Je suis quasiment sûr d'en avoir vraiment une conscience pleine. Mais comment réparer ou comment faire, moi je n'y arrive pas. À chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on ne peut pas ne pas se sentir différent. À longueur de temps, on est Qu'est-ce obligatoire. que ça vous fait C'est quelque chose qui est fort, parce que vous allumez la télé, et paf, il y a quelque chose qui vous touche obligatoirement. Et comment ça vous touche ? C'est ça qui c'est m'intéresse très... en tant que psychiatre, parce que... Moi, ça me pèse beaucoup. Je le sens bien. Je ne peux pas m'enlever, ou en tout cas m'extraire des médias, par exemple. Je m'énerve contre la télé. Je parle souvent aussi, comme si j'étais invité sur le plateau, en argumentant. Ça fait des nœuds dans l'estomac parce qu'on se sent encore rien, en fait. C'est ça la question, c'est la situation. Enfin, ma situation, moi, en France, c'est que j'ai l'impression de me sentir rien. Comment se sentir dans une cité dans laquelle, à longueur de temps, on vous dit que vous n'appartenez pas à cette cité ? J'ai l'impression de me sentir rien. Je vais beaucoup dire le mot violent, je pense, dans cet épisode, mais encore une fois, c'est un témoignage d'une rare violence. Comment on en arrive là, à ce que quelqu'un qui a grandi ici, qui vit ici, se dit « j'ai l'impression de me sentir rien ». Oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est d'une déshumanisation réelle. On retrouve la notion du médiatrauma. Comment on en arrive là ? Eh bien, écoutez, la République française n'a pas du tout assuré son rôle d'intégration, d'accueil, d'éducation, parce qu'il ne faut pas se raconter d'histoire, tout se fait à l'école, et je constate encore aujourd'hui, je ne sais même pas s'il faut dire encore ou de plus en plus, j'en sais rien, mais les inégalités scolaires sont criantes, les échecs scolaires, les décrochages touchent toujours les mêmes catégories sociales. On l'a vu également pendant la période du Covid où les ministres disaient comme si c'était une évidence, mais vous allez avoir des cours en ligne. J'ai eu des mamans au téléphone qui me disaient mais en fait on n'a pas d'ordinateur. Et mon fils, il pleure dans sa chambre, il sait qu'il va rater tel ou tel cours. Donc vous voyez, en fait, il y a une déconnexion totale, et c'est en ça que je pense que l'État a failli. Il y a une déconnexion totale entre la réalité et ceux qui dirigent. Et elle est de plus en plus flagrante. Et d'ailleurs, ce qui se renvoie aujourd'hui, c'est la défiance à l'égard des politiques. On fait venir des gens, d'accord ? On leur fait reconstruire la France. On fait venir des gens encore aujourd'hui pour soigner des patients. Je parle des médecins à diplôme étranger qui sont surexploités. C'est-à-dire que la France n'a pas appris de son expérience. C'est ça que j'appelle aussi l'imaginaire colonial. C'est-à-dire on est toujours dans l'utilisation de l'autre. Et on revient à la notion de perversion. Je t'utilise, tu es venu, tu es arrivé avec une formation, etc. Et je t'utilise et ensuite je te sous-estime, je te sous-paye. Voir si je n'ai plus besoin de toi, je te jette. Et c'est le discours qu'il y a eu avec des Maghrébins, tous les immigrés qui sont arrivés il y a quelques années, qui se sont installés en France légitimement, qui ont apporté à la France, qui ont fait des enfants et dont on dit qu'on ne veut pas.
C'est de là que vient le sentiment de ce monsieur. C'est-à-dire qu'il y a comme un voile, sans mauvais jeu de mots, qu'on a voulu poser sur toutes ces personnes-là. On n'a pas envie de les voir. On aimerait... qu'elles disparaissent. Il y a une personne, pendant mon tour de France, donc une étape que j'ai faite à Lyon, un témoignage bouleversant qui me disait... en fait, je comprends qu'il y a 11 millions, elle parle des personnes qui ont voté RN, qui voudraient ma mort. Vous parliez de violence. C'est ça qu'elle dit. Elle dit, quand je faisais la campagne donc pour le nouveau Front populaire... Lors des dernières élections lors des dernières élections, après la dissolution donc, de l'Assemblée nationale en 2024, elle disait, je faisais campagne et les gens, des personnes acceptaient de parler avec moi et d'autres étaient d'une violence inouïe. Et je constate que 11 millions de personnes voudraient que je disparaisse, c'est-à-dire que je serais morte, alors que je suis française. Tout est là. Enfin, vous pouvez trouver des extraits, je les ai sur mon compte Instagram. Toute ma vie est là. Je suis française. Mais j'ai l'impression qu'ils voudraient que je disparaisse, que je meure. Pourquoi ? Parce qu'on n'a toujours pas accepté qu'il y ait des enfants d'immigrés en France ? Qu'ils soient français. Est-ce qu'on n'a pas accepté ? Est-ce qu'on ne veut pas accepter ? Parce que quand même, quand vous allez dans les EHPAD, qui est-ce qui s'occupe de nos anciens ? Donc s'ils n'étaient plus là, ce serait quand même drôlement fâcheux pour les personnes qui placent leurs parents. Donc si, on en a besoin, mais on n'a pas envie de les voir. Faut pas qu'on les voie. Quand on a bobo, on va où ? On va aux urgences. La première personne que vous allez rencontrer, il y a de fortes chances que ce soit quelqu'un de non caucasien. On en a besoin. Mais quand on sort, parce que le problème est réglé, c'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas de raisonnement ou d'enchaînement d'idées lorsqu'il est question de prendre une décision ou d'avoir une opinion. Quand on sort de là, oui, j'ai été traitée, il était très gentil, très sympa, trop mignon, le Mohamed, le Mouloud ou la... je sais pas quoi, mais ensuite, non. On ne veut pas les voir. On veut pas les voir. C'est comme s'ils n'avaient pas compté dans votre vie. Mais on en aura encore besoin. Donc on est encore dans l'aspect on peut les utiliser. Ouais. Vous parlez d'un État qui a failli. Est-ce que ce sujet de la charge raciale est adressé en France ? Est-ce qu'il est trop peu adressé en France encore aujourd'hui ? La charge raciale, oui, c'est un concept, bien sûr, qui est trop peu utilisé, mais j'aimerais vraiment beaucoup qu'on se concentre sur la notion de racisme. Je veux dire, à travers les chiffres, dont j'ai cité quelques-uns tout à l'heure, à travers tous les rapports, comme une dimension réelle du dysfonctionnement de ce pays. Il existe encore une discrimination à l'embauche. Les rapports, on les compte plus. Il existe encore une discrimination, y compris aux soins. Au logement, à l'embauche, aux soins, au logement. Au sein du travail, même après l'embauche. Mais oui, bien sûr, mais j'avais d'autres notions. Mais il y a ces petits signes aussi qui font que on vous infantilise. Il y a à réfléchir sur la politique antiraciste également, parce qu'il y a l'antiracisme paternaliste dont beaucoup ne veulent plus aujourd'hui. Je ne citerai pas une certaine association qui n'a absolument pas le vent en poupe, voire qui est condamnée pour ce qu'elle n'a pas fait précisément. Donc aujourd'hui, on entend des gens intelligents ne plus vouloir de ces gens-là qui sont dans l'infantilisation, dans le paternalisme, dans une certaine idée de ce que seraient les Maghrébins, c'est-à-dire des pauvres petites choses non sachantes, ayant forcément besoin d'une personne supérieure pour évoluer. Mais quand je posais cette question, c'était pour rebondir par rapport au fait que vous avez, pour la première fois, été auditionné par la Commission nationale consultative des droits de l'homme en décembre dernier pour votre qualité de psychiatre, par rapport aussi à la charge mentale du racisme. Et je sais que c'est une première, donc évidemment, c'est un sujet qui n'est pas encore adressé en France, mais par cette action-là, on a l'impression que... Est-ce qu'on commence à s'ouvrir à cette idée-là ? Alors oui, bien sûr. Alors pardonnez-moi d'avoir tout de suite basculé sur le racisme, parce que je pense que à travers cet angle-là du racisme, on peut aborder tout un tas de choses. Et oui, j'étais vraiment très contente, et je ne suis pas la seule, parce que je l'ai fait savoir également à de nombreux patients, que la CNCDH a tenu compte cette année des conséquences psychiques du racisme, des discriminations en général, et c'est une façon pour nous de faire reconnaître surtout cette année où, alors je ne sais pas s'il faut y croire, la santé mentale a été décrétée grande cause nationale. Je ne sais pas si on va pouvoir glisser la question des conséquences psychiques du racisme, mais oui, aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte qu'il existe des complications psychiques à ce traumatisme qui est une atteinte à l'intégrité psychique et parfois physique de la personne.
Vous dites que votre combat, c'est de, je cite, « lever le déni de la charge mentale du racisme ». Vous êtes aussi une personne maghrébine, personne racisée. Comment on combat quelque chose qu'on a pu aussi subir? Est-ce que ça vous épuise pas aussi, finalement? Le combat est épuisant. Quand on a une certaine conviction et qu'on a encore la force, personnellement, je me sens pas très épuisée, enfin, au point où je pourrais lâcher, parce que je suis très soutenue. Enfin, pas moi, hein, mais je pense qu'il y a un mouvement qui est très intéressant qui se passe aujourd'hui en France. Mais il faut dire que je ne suis pas née ici. Et je crois qu'il y a une énorme différence entre ceux qui sont nés ici et ceux qui ont grandi ailleurs. Moi, j'ai grandi ailleurs. Je suis arrivée à un âge adulte ici. Et en fait, je ne me suis jamais posé la question de ma maghrébinité. Jamais. Quand j'étais en Tunisie, puisque je suis tunisienne, je ne me levais pas le matin en me disant « tu es tunisienne » ou pas. Et je pense que les Français d'origine maghrébine en France ne se lèvent pas le matin en se disant « je suis maghrébin » ou pas. En revanche, quand ils sortent, on leur fait comprendre. C'est comme quand on vous dit je ne savais pas que j'étais noire, je l'ai su quand le blanc me l'a fait comprendre. Ouais. C'est un petit peu la même chose, vous voyez. Et d'ailleurs, il m'est arrivé, c'est intéressant parce que il m'est arrivé récemment, à force d'entendre bombarder comme ça la notion de culture française, de ce qu'est être français, qu'est-ce que c'est qu'être français, c'est la grande question. Et donc je me tourne vers certains de mes amis et je leur dis mais est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, vous vous dites je suis français? Et si jamais je vous dis qu'est-ce que c'est qu'être français, enfin mes amis franco-français, je ne sais même pas comment les qualifier, on va dire de souche. Est-ce que quand on vous pose la question, vous sauriez dire ce que c'est? Généralement, ils me répondent non. Parce que la France, c'est tout. C'est un vrai pays cosmopolite, au sens réel du terme. Il n'y a pas de communautarisme. D'ailleurs, ceux qu'on qualifie de communautaristes, qui sont les Maghrébins, sont les moins communautaristes. Il y a ce qu'on appelle une communauté portugaise. Ils ont le droit de se constituer en communauté. Mais nous n'avons pas de communauté maghrébine. Vous êtes maghrébine aussi d'origine, comme moi. Est-ce que vous connaissez... À moitié, ok. En tout cas, vous êtes un petit peu... Je le suis, parce que je suis égyptienne. Est-ce que vous êtes aussi égyptienne? Bon, on va dire... Est-ce que vous connaissez une communauté maghrébine, vous? Non. Moi non plus. J'ai recours à personne quand j'ai un souci du fait qu'on m'appelle Fatma sur un plateau de télé et qu'on m'appelle pas docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve. J'aimerais vous faire écouter un extrait d'une prise de parole de Douce Dibondo, qui est journaliste et autrice de La charge raciale, Vertige d'un silence écrasant, aux éditions Fayard. Elle était chez Urbania en mai 2024. On est des génies de l'adaptation parce qu'en tant que personne racisée, on grandit avec cette identité de l'autre, de l'altérisation. On se construit en empathie avec des personnes qui ne nous ressemblent pas, à la télé, dans les productions audiovisuelles. Et on sait quel code il faut adapter pour être accepté et bien vu comme étant français, comme étant bien de ce territoire. On a l'impression d'être un imposteur parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait les mêmes personnes dans ces espaces-là qu'avec soi-même, qu'avec des gens qui nous ressemblent. Et ça crée évidemment en fait une psychosomatisation. On se rend compte que les personnes racisées sont des personnes qui vont avoir des maladies chroniques, qui vont faire des crises cardiaques prématurées, qui vont souffrir d'infertilité parce que la blanchité, le système de la suprématie blanche ne prend pas en compte notre douleur, les personnes que nous sommes et nous nie en fait cette expérience subjective. Ça rejoint ce que vous disiez sur qu'est-ce que c'est finalement d'être franco-français, qu'on nous demande d'être français. Et ça rejoint aussi une phrase que l'un de vos patients vous dit dans le podcast disponible sur France Culture. Il dit « S'il y a une idée que je dois retenir de votre livre, le vôtre, Docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve, c'est l'épuisement à être français, à essayer de devenir français. » Mais c'est quoi essayer de devenir français ou être français finalement? Mais c'est essayer de ressembler à ce qu'on vous impose comme idéal. J'aimerais aussi dire une chose par rapport à cette séquence sonore qui est vraiment très importante, qui est aussi très violente. C'est que de plus en plus d'enfants rentrent chez eux et disent à leurs parents « je ne voudrais plus être arabe ». On pose la question « pourquoi ?» Les enfants répondent « parce qu'on me dit que c'est pas bien d'être arabe ». Et en fait, c'est vrai qu'on ne leur montre pas d'arabe bien. Est-ce que vous avez vu une publicité où il y a un arabe ou une arabe? On va dire ça, j'en ai pas. Comme ça, moi non plus. Est-ce que vous avez vu une série, un film français où l'image de l'arabe est positive? Là, comme ça, j'en ai pas non plus. En France, en tout cas, j'en ai pas. Donc ça signifie, en fait,
que la petite fille qui est rentrée chez elle, qui a dit à sa maman « je ne veux plus être arabe parce qu'il paraît qu'arabe, c'est pas bien », à quel moment est-ce que sa confiance en elle peut être rehaussée si rien, aucune représentation, aucune image en miroir positive ne lui est renvoyée dans les films, les jeux, les bouquins, et qu'en plus à l'école, on lui dit « c'est pas bien d'être arabe ». Mais c'est un problème énorme pour la construction de soi aussi en tant qu'enfant. Mais évidemment, ça crée des fractures dans l'évolution psychologique qui sont majeures. Il y a toute une histoire à raconter sur les civilisations des origines des parents, qui sont aujourd'hui considérées comme des civilisations sauvages. Qu'est-ce que je fais avec mes patients qui ont complètement perdu confiance en eux ? Je leur rappelle la valeur de leur civilisation. D'où vient l'écriture ? L'écriture vient d'un pays, d'une région qui est arabe aujourd'hui. Si elle n'était pas née dans ce milieu qui est arabe aujourd'hui, nous ne pourrions pas aujourd'hui écrire et nous parler. Quand vous parlez de féministes, à aucun moment on évoque les féministes arabes. Vous êtes à moitié égyptienne. Une de mes maîtresses à penser, c'est Nawel Saadawi. Exactement. À quel moment, quand on parle de l'histoire du féminisme mondial, on parle d'elle? À quel moment est-ce qu'on parle de Fatma El-Fehriya, qui a fondé l'université de Fès, qui est la plus ancienne? Elle est d'origine tunisienne. Elle a fondé l'université de Fès, qui est la plus ancienne université en fonctionnement aujourd'hui, 2025. À quel moment est-ce qu'on renvoie ces images positives? La bibliothèque de Tombouctou, les Africains d'origine subsaharienne, à quel moment est-ce qu'on leur raconte la pensée africaine subsaharienne? Donc forcément, cette petite fille ou ces petits garçons n'ont pas de miroir positif. Alors ça s'est accentué avec tu es terroriste, tu es islamiste. Non, mais je suis très contente que vous ayez parlé de ces figures-là, parce que encore une fois, on a l'impression que de cette région du monde, et quand je dis cette région, je l'étire au sud global finalement, Bien parce sûr. que même là, on parle du monde arabe. Les pensées sont égales partout. Oui, Il y exactement. a eu des philosophes partout. On a l'impression que oui, il n'existait pas, en tout cas que ces civilisations sont Que sauvages. ça a commencé en Méditerranée? Mm. Non. Enfin, il y a eu des choses en Méditerranée, oui, beaucoup, mais les pharaons étaient là, Ouais. de très nombreux penseurs. On a toujours pensé dans le monde entier. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas pensé, d'ailleurs. Il n'y a pas de raison Mais que ça la revient pensée ait été uniquement venant du Nord. Ça revient à ce que disait le cinéaste égyptien Youssef Chahine, énorme cinéaste égyptien Bien moi, sûr. que personnellement j'adore, Oui, moi aussi. qui disait lorsqu'on lui parlait du tiers-monde, donc c'était un journaliste irlandais qui lui disait que son pays était le tiers-monde, donc que l'Égypte était le tiers-monde, et lui il l'avait très mal pris, parce qu'il a dit, mais attends, le tiers-monde, mais moi l'Égypte existe depuis des millénaires, on a inventé plein d'autres choses. Omeldonia, voilà, la mer du monde. La mer du monde. Comment l'Égypte peut être le tiers-monde? C'est encore ce truc. Mais on de est se dire toujours que... dans le déni, en fait, d'une partie de l'histoire qui ne nous arrange pas politiquement et historiquement sur le moment. Mais en revanche, dans l'imaginaire collectif mondial et dans l'imaginaire individuel de cette petite fille ou de ce petit garçon, c'est majeur. Et c'est ça, moi, que j'aime bien traiter, c'est ça que j'aime bien mettre en parallèle, c'est leurs petites histoires dans la grande histoire. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'épuisement à être français, à essayer de devenir français, finalement, ça renvoie à une autre expression, problématique ou pas, mais en tout cas qui est lourde de sens, c'est être un bon arabe, être un bon noir. C'est quoi finalement être un bon arabe, un bon noir en France aujourd'hui? C'est de ne pas parler. C'est d'être réduit au silence et de dire oui à toutes les injustices qui vous arrivent. Alors, il y a deux choses. C'est une très très bonne question. Il y a deux choses. C'est soit être dans le cliché de l'arabe qu'on s'imagine, c'est-à-dire modeste, avec un accent, caricature de l'arabe qui vient de là-bas, quoi. Je le dis parce que ça m'est arrivé à moi, c'est-à-dire que mon prénom étant Fatma, on s'imagine, les Français pensent que Fatma veut dire femme, et puis en plus il y a la Fatma, puisque c'était souvent, il se trouve que le prénom de Fatma, c'est un peu comme Marie, c'est un prénom qui est très très fréquent, et ça a une signification très noble, et donc
donc, beaucoup de musulmanes s'appellent Fatma. Et donc, en arrivant ici, on a pensé que j'étais fille de femme de ménage et de maçon. Avec tout le respect que j'ai pour eux, il se trouve que je ne le suis pas. Et ça collait pas du tout dans leur logiciel. L'image, ouais. Pas du tout, parce qu'en plus, je venais de Tunisie. Donc, il fallait que je sois comme eux pensaient qu'on était en Tunisie. Il y avait même une infirmière qui m'a demandé si on avait des voitures en Tunisie. Donc, c'est dire. On m'a demandé s'il y avait de l'électricité au Caire. Donc, vous inquiétez pas. Donc, ça, c'est être le bon arabe, celui qui arrange, on va dire ça comme ça. L'arabe qui arrange, c'est celui qu'on a dans notre imaginaire et qui est dans les clichés, dans ces clichés-là. Ensuite, l'autre bon arabe, c'est celui qui est assimilé, qui est un petit peu plus royaliste que le roi et qui est dans la détestation de soi. Le problème de la détestation de soi, c'est que ça crée un conflit intrapsychique majeur, dévastateur. Je peux vous le dire parce que de très nombreuses personnes que je vois a posteriori, qui ont fait le parcours d'oublier totalement d'où ils venaient et qui ont même détesté l'endroit d'où ils venaient, qui sont arrivés à détester leurs parents, qui avaient honte de leurs parents, de leur milieu, qui se sont d'une certaine façon lavés de tout un passé, prétendument lavés, parce qu'on ne peut pas en fait transformer son identité comme ça du jour au lendemain pour avoir un job et qui à un moment de leur vie, à l'occasion soit d'un propos raciste, soit d'une situation douloureuse, soit d'un deuil, soit d'une souffrance quelconque, voit retourner tout ce travail finalement fait de s'oublier, de s'anéantir, revenir comme un échec en pleine figure. Et là, la personne s'écroule en petits morceaux. C'est-à-dire, vous dit que finalement, j'ai construit un personnage qui n'était pas le mien, mais pour plaire. Comme on l'a bien expliqué, la santé mentale des personnes racisées, en France, elle est quand même en danger aujourd'hui. Par exemple, ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, à force de vouloir s'adapter, oui, à un moment, même, y compris ceux qui sont dans le désir de l'assimilation, oui, à un moment, s'écroulent. Oui, puisque ça ne peut pas perdurer finalement. Non. Ce serait quoi vos conseils pour sortir de cet état-là et pour prendre soin de sa santé mentale en tant que personne racisée? Est-ce que vous avez des conseils, à part ce que vous avez dit, c'est-à-dire se rappeler des richesses des pays de nos parents et de nos parents, en fait, de manière générale? Est-ce que vous avez d'autres conseils? En fait, il y a vraiment une expression de Frantz Fanon que je reprends, c'est-à-dire d'avoir conscience que nous sommes des êtres humains libres, aimants, pensants, et que nous sommes dans une république où l'égalité citoyenne est réelle et que ceux qui nous discutent ça sont dans l'illégalité. C'est-à-dire qu'on peut utiliser les moyens juridiques aussi pour sauver sa peau, parce que c'est important, la réparation juridique. Après, je dis ça lorsque la personne n'est pas encore en détresse psychique. Quand elle est en détresse psychique, il y a des personnes pour les écouter et pour les renarcissiser, parce que ce sont des personnes qui sont touchées dans leur intégrité et qui sont totalement en petits morceaux. Donc, il faut les reconstruire. Moi, c'est un petit peu mon travail de tous les jours. J'essaye de reconstruire les morceaux avec des injonctions positives, en rappelant la réalité de ce que ces personnes ont réalisé dans leur vie, en leur rappelant un certain nombre de concepts, parce que très souvent, quand on n'est pas bien, on est un peu à côté d'une réalité. On se construit avec cette douleur, avec cette souffrance, en étant convaincu d'une certaine façon d'être moins que rien, comme disait l'autre, d'être un sous-homme ou de ne pas être à la hauteur. Donc on restitue ces distorsions cognitives, on les restitue, on les remet en place et on fait constater à la personne que non, elle a réalisé un certain nombre de choses. Et évidemment, très souvent, on a recours à des traitements médicamenteux lorsque la situation est très très sévère. Pour finir les épisodes de Je ne suis pas raciste, mais moi j'aime bien proposer des ressources, des recommandations culturelles, parce que le savoir et l'éducation sont vraiment au cœur des luttes antiracistes. Donc moi je vais vous en proposer 2, puis après vous pouvez compléter par 1 ou 2 autres recommandations. Évidemment, on recommande vos livres, Une arabe en France aux éditions Odile Jacob, Debout tête haute, votre dernier essai aux éditions du Croquant, et ce podcast qui est pour moi essentiel, Je me suis fait la guerre ou comment être un bon arabe sur France Culture.
Mais j'ajoute 2 petites autres recommandations. Le livre de Douce Dibondo, La charge raciale. Évidemment, elle dit la charge raciale, c'est tout planifié quand on évolue dans des milieux majoritairement blancs et qu'on ne l'est pas. Dans son premier essai, Douce Dibondo fait état vraiment d'un silence énorme qui est celui d'une blessure cachée, évidemment la charge raciale. Cette journaliste indépendante qui est aussi poète et militante afro-queer féministe mêle psychanalyse, art et témoignage pour montrer tout l'impact de cette charge raciale-là au quotidien. Et puis ma deuxième recommandation, c'est un article, moi, que j'adore et que je lis presque tous les mois, dès que j'en ai besoin, finalement, qui s'appelle « It's okay for black people to take a break right now ». C'est OK pour les personnes noires, mais on peut aussi l'étendre aux personnes racisées de manière générale, de prendre un break, une pause maintenant. Cet article a été écrit, il apparaît dans le magazine américain Self. Il est sorti en 2020, au lendemain de la mort de George Floyd, cet afro-américain de 42 ans qui a été asphyxié par un policier blanc. Et dans cet article, on peut y lire cet extrait qui est pour moi hyper important. Prendre du temps pour soi, loin des flux incessants de l'actualité et des réseaux sociaux, peut vous offrir l'espace et le temps nécessaire pour comprendre ce que vous ressentez réellement. Car comme dit la grande essayiste afro-américaine Toni Morrison, le racisme a pour but de nous épuiser, donc faisons des pauses. À vous, si vous avez des recommandations. Alors, la question des pauses, moi, je veux bien, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais honnêtement, moi, je suis psychiatre, je suis médecin et je vois des personnes qui sont en situation très sévère, très sévère. Dire à ces personnes-là de faire des pauses, c'est un peu compliqué. Oui, évidemment. Là, je parle plutôt par exemple pour nous. Je voudrais juste aussi préciser que ça peut aller jusqu'à la gravité. Évidemment. Je suis complètement d'accord avec vous, parce que bien sûr, il faut trouver des safe places de temps en temps, mais je voudrais dire, c'est important que les personnes qui nous écoutent, et en particulier les responsables politiques ou les décideurs, sachent que ça arrive à des degrés très, très graves. Exactement. Vous voyez ? Donc, bien sûr, prendre une pause, s'éloigner, etc. Je voulais juste préciser ça. Mes recommandations, ce serait la littérature de Frantz Fanon, parce que c'est un psychiatre et qu'il a pensé la psychiatrie en tant que chose politique, ce à quoi j'adhère complètement, c'est-à-dire que je me demande comment on peut être psychiatre sans faire de la politique aujourd'hui. Je recommande également les lectures de Glissant, mais je vais un petit peu faire un petit pas de côté. Il y aurait plein de choses que j'aimerais conseiller, mais je vais faire un petit pas de côté, aller vers la littérature, parce que j'écris de plus en plus et parce que la littérature me semble être très thérapeutique, c'est de lire Chimamanda Ngozi Adichie, parce que elle allie à la fois la question féminine, la question raciale et la question de la confiance en soi. Permettez-moi de revenir, mais en toute modestie, à ce manifeste que j'ai écrit et pour lequel je suis en train de faire un tour de France. C'est que je l'ai écrit dans une urgence, encore une fois, en 2024, à l'occasion des élections européennes, une urgence incroyable. J'ai arrêté d'écrire mon 3e roman pour l'écrire, pour donner confiance aux gens, pour leur injecter de la confiance en eux et pour leur dire « vous n'êtes pas seuls ». Pour mes recommandations, moi, c'est la littérature de Fanon, c'est Glissant également. C'est vrai que ce sont 2 auteurs noirs. Je peux rajouter Nawel Saadawi, évidemment. Je dirais pas non. Je peux rajouter Nawel Saadawi. D'ailleurs, il y a énormément... on peut aussi l'écouter sur YouTube. Et pour ce qui est plus contemporain, je pense qu'il y a vraiment cette personne, Chimamanda Ngozi Adichie, et celle qui porte... moi, je suis fan, je l'adore. J'attends son bouquin qui va sortir là en avril avec impatience. J'ai l'impression qu'elle incarne ce dont on a besoin tous aujourd'hui en matière de punch, quoi, d'y aller et de pas laisser tomber. Et lisez la littérature féministe arabe, voilà. Absolument. Merci beaucoup, docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Merci à tous et à toutes, et nous on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Je ne suis pas raciste mais. Je ne suis pas raciste mais est un podcast de Donia Ismail, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. À la production éditoriale Nina Pareja. Montage et réalisation Marius Sor. Et musique par Thomas Loukias.